What's up tout le monde, mon nom est Maxime Ouellette, vous écoutez un shit qui existe. Vous l'avez remarqué, la qualité de la vidéo a changé. La qualité du son est un petit peu off, mais ça va être comme ça pour les prochaines semaines. C'est pas parfait, mais c'est simplement qu'en fait, après avoir économisé pour m'acheter une caméra, ben là j'économise pour m'acheter un kit de micro. Et tout ça va servir en fait, j'arrête pas d'en parler, là, mais tout ça va servir pour le podcast que je vais commencer bientôt. Donc j'ai vraiment hâte de vous présenter ce projet-là. En attendant, j'ai vraiment aussi fucking hâte de vous parler de la sélection de livres de cette semaine. Vous allez voir, c'est une excellente sélection. That's it, fait que la musique d'intro elle commence live. Yes, lire, c'est un shit qui existe. Je commence par vous parler de Pourquoi je meurs tout le temps de Anaïs Herrel, un excellent livre. C'est paru dans la collection Éco-Société, qui est une collection qui normalement ne fait que dans l'essai. On parle de des essais écrits par Noam Chomsky, entre autres, des essais qui sont souvent anticapitalistes, qui frôlent l'anarchie, et c'était leur premier roman. Et ils sont vraiment pas passés à côté de la traque parce que c'est un excellent roman, puis je pense que ça vient beaucoup rejoindre les valeurs qui sont généralement partagées par Éco-Société. C'est un livre d'autofiction qu'Anaïs Herrel a fait publier à 21 ans. C'est vraiment fabuleux. Je trouve que ça vient bien mettre justement en opposition ce que je disais par rapport à Sarah Lazaroni puis Patchouli. Quand je disais que ça paraissait que c'était écrit par une jeune femme de 21 ans étudiant en anthropologie, je pense que ça a peut-être sonné un peu condescendant. Ce que je voulais dire, c'est qu'on sentait un certain manque d'expérience, on sentait une volonté de voir ailleurs sans avoir regardé en soi. Et c'est exactement le contraire qu'on retrouve avec Anaïs Herrel. Donc j'ai été vraiment content de pouvoir lire ce livre-là puis d'amener ce petit astérix-là qui, au montage, m'a paru important. Pourquoi je dis que c'est le contraire? Parce que justement, on a un personnage qui, elle, se projette dans l'inconnu, tout en étant consciente de ce qu'elle a à l'intérieur d'elle-même. Et dans ce livre-là, on ne découvre pas un désir inassouvi de découvrir l'autre parce qu'Anaïs Herrel, ou du moins sa narratrice, est exactement en train de faire ça. C'est un roman qui parle de l'errance, un roman qui parle plus précisément de l'itinérance, parce que la narratrice, en fait, qui est aide-soignante, se retrouve à la rue par choix. Donc ça, j'ai trouvé ça vraiment intéressant parce que justement, souvent, on nous présente l'itinérance comme quelque chose qu'on ne chérit pas, qu'on n'accepte pas. Et après ma barre, la narratrice de Pourquoi je meurs tout le temps chérit cette liberté-là, chérit cette envie de vivre de façon marginale. Et c'est ce qui fait en fait de ce roman-là un roman magnifique. On se rend compte évidemment que la vie sur la route n'est pas toujours facile. Donc c'est pas non plus un livre qui nous encourage à connaître l'itinérance. Je pense que c'est plutôt un livre qui nous aide à ouvrir les yeux sur ce qu'est réellement l'itinérance. Parce qu'on nous parle souvent d'une situation super triste. On s'imagine quelqu'un sur le bord d'une porte d'une bâtisse se couvrant du froid puis n'ayant aucun espoir en l'avenir. C'est pas le cas chez Anaïs Herrel parce que justement, la narratrice est jeune, elle a encore toute la vie devant elle. Elle a choisi, du moins en grande partie, ce style de vie-là. Elle épouse sa marginalité. Ce qui fait en sorte, en fait, que malgré tout, ce livre-là est plein d'optimisme. On suit une narratrice qui a un regard très cru sur la société, mais qui pourtant la chérit ô combien. Je pense que ce qu'on ressent dans ce livre-là, c'est un feeling que je ressens particulièrement tous les jours, c'est cette contradiction entre aimer et détester le monde. Je pense que chez les anarchistes, il y a ce dédain de la société, ce dédain des institutions, mais c'est pas nécessairement un dédain de l'humain en soi. Je pense que ce type de marginalité-là, en fait, n'exprime pas une misanthropie, mais plutôt, en fait, un désir de retrouver l'autre plus en profondeur, d'avoir des connexions qui sont plus réelles. Puis je pense que pour ressentir ce désir-là, il faut qu'il y ait un amour véritable pour l'humain, pour autrui. Et c'est cet amour-là qu'on retrouve dans Pourquoi je meurs tout le temps. On nous parle également, en fait, de la solidarité qu'il y a dans l'air. Parce que justement, on pourrait avoir tendance à croire que dans une situation précaire comme l'itinérance,
on pourrait tomber dans une mentalité de chacun pour soi. Mais c'est pas du tout le cas en fait, parce qu'il faut justement faire preuve de solidarité, il faut s'encourager les uns les autres, se donner les bons spots, se donner des tips aussi pour s'échapper de la police, avoir accès à des besoins vitaux comme la nourriture ou simplement une douche ou un lit pour le soir. Donc cette solidarité-là, on la ressent beaucoup. C'est justement un passage en fait où est-ce qu'un personnage qui est accro à l'héroïne est en situation de manque et sa copine en fait va aller tout simplement voir un homme pour pouvoir avoir de l'argent. Donc elle revient avec cet argent-là qui va lui permettre de se payer sa dose. Et je pense que même si ça n'avait pas été sa copine, avoir la solidarité qu'il y avait dans le groupe de ces personnages-là, je pense qu'elle l'aurait fait quand même. Faut dire que j'ai cru voir dans une entrevue avec Anaïs Erel qu'elle disait que tout ce qui a été écrit dans le livre a été vraiment vécu, peut-être modifié quelque peu, mais vraiment pas beaucoup. Donc je pense que ça donne vraiment un regard intimiste sur cette situation-là et sur la solidarité qui en découle. Donc pour tout ce qui est du fond, c'est vraiment excellent. Au niveau de la forme, c'est encore meilleur. On a un roman qui est écrit au L, on suit la petite comme on l'appelle avec une focalisation externe. Puis cette focalisation-là est entrecoupée en fait de petits morceaux de journal intime qui sont écrits au jeu. Ce qui nous permet en fait de rentrer encore plus en profondeur dans la tête de la narratrice. Ça c'est au niveau de la narratologie, mais dans la manière que c'est écrit, on a un mélange entre prose et poésie. Anaïs Erel a une espèce de manière de jouer avec les mots qui me rappelle beaucoup le slam, donc ça j'ai trouvé ça très intéressant. Dès le début du livre, dès la première page, j'ai senti que ça valait pas la peine cette fois-ci de plier les pages que j'aimais, parce que je savais que le livre allait être tout simplement plié bord en bord. Et honnêtement, je pense qu'il y a quelques pages où est-ce que je n'aurais pas ressenti le besoin de plier le coin de la page. Mais pour le reste, je pense que je me suis vraiment pas trompé. Du début à la fin, j'ai adoré ce livre-là, je l'ai dévoré. C'est un livre qui m'a vraiment profondément chamboulé. J'ai vraiment ressenti un désir de liberté après avoir lu ce livre-là. Donc ça, je trouve ça vraiment intéressant. Même si j'étais déjà sensible à la situation de l'itinérance, ça m'a fait développer encore plus d'empathie. Je reviens au niveau du fond, j'ai dit que c'était vraiment excellent. Ça passe entre autres par des passages comme celui-ci à la page 102 et ça va comme suit. Ma mémoire était déjà pourrie de violence. Et comme si ça suffisait pas, il a fallu que je me mette à la rue question de rajouter encore plus de souvenirs glauques dans ma tête. Les saturer ma mémoire. Tu vois Jéroboam, mon imaginaire l'est encore peuplé de la crasse et de la puanteur, du béton et du froid. Froid du cœur, froid mental, froid visuel, froid silencieux. Un silence glacial partout dans mon âme, un tumulte abrutissant dans mon esprit. Mon imaginaire l'est peuplé du gris, des déchets des trottoirs, du mépris et de l'insensibilité de ces ombres immaculées qui glissaient machinalement devant moi. Moi, ce truc assis par terre, les yeux tournés vers l'intérieur, les yeux contemplant tout le chaos mental, hurlant que mes souvenirs amalgamés avaient fini par créer dans ma tête. Moi, paquet informe et muet que les ombres immaculées ne remarqueraient pas, ou alors à peine, la rue. 3 petits points. C'est exactement pour ce genre de passage-là que Pourquoi je meurs tout le temps est excellent. C'est des passages en fait qui sont écrits avec une finesse d'une auteure qui aurait écrit des centaines de livres, on dirait, et pourtant c'était son premier livre. C'est un roman qui nous parle directement, qui nous montre en fait les travers de notre société et conséquemment nos travers à nous. J'ai trouvé ça vraiment sublime. Un autre passage que j'ai beaucoup aimé se situe à la page 123 et ça va comme suit. Ce n'est pas l'inconnu qui me fout la frousse, c'est le connu incontrôlable, le connu déconnecté. Le connu que je ne contrôle pas tout simplement parce que d'autres le font à ma place, à notre place. L'inconnu m'a touché une fois pour toujours, m'a scellé au mouvement. Échapper à tout prix au barreau du connu, me dérober de cet œil sur ma gueule, fuir ce regard sur ma vie, un certain point de vue qui me rattrape dès que je lui tourne le dos. Faire face, et là où on me dit « n'y va pas », je fonce. C'est, en tout cas, ça l'exprime tellement bien justement ce désir d'émancipation-là.
Ce que j'ai pas dit, c'est que Anaïs RL est franco-québécoise. Elle vit entre la France et le Québec. Et je trouve que ça apparaît beaucoup dans sa plume. Il y a vraiment cet hybride-là entre une plume plus française et une plume plus québécoise. Puis je pense que ça vient vraiment rajouter un charme au vernaculaire du Québec. Quoique le vernaculaire du Québec n'est pas non sans charme, au contraire. Mais je pense que si ça avait été juste ce côté-là très rentre-dedans du joual québécois, je pense que ça l'aurait pas amené justement cette lumière-là, cette beauté-là sur la rue. Donc j'ai trouvé ça vraiment sublime du début à la fin. Ça fait déjà un bout que je l'ai lu, donc j'arrive pas à synthétiser correctement. Mes idées s'en vont dans tous les sens, je me rappelle de certains passages. Honnêtement, je vous conseille d'aller le découvrir par vous-même. Pourquoi je meurs tout le temps de Anaïs RL, c'est vraiment top 5 pour moi depuis le début de ce projet-là. En fait, je me permets pas de dire que c'est le meilleur livre que j'ai lu à date parce qu'il y en a déjà eu vraiment des excellents, mais je pense que c'est très près de l'être. Donc, allez courir à la librairie, allez vous acheter Pourquoi je meurs tout le temps. C'est une lecture que vous ne regretterez pas. Un des livres qui a été le plus acclamé au Québec dans les dernières années, c'est La déesse des mouches à feu de Geneviève Peterson. Un livre qui a été porté à l'écran par Anaïs Barbeau-Lavalette, film que je n'ai malheureusement pas encore eu l'opportunité de voir. La déesse des mouches à feu, c'est à la hauteur de sa réputation. C'est un livre vraiment sublime. Encore une fois, un livre que j'ai lu en une journée. Un livre qui, tout simplement, est impossible à poser. On veut toujours aller en voir plus. Et pour l'introduire, encore une fois, je me permets de vous lire la 4e de couverture. La déesse des mouches à feu, c'est Catherine, 14 ans. L'adolescence allée chez le diable. C'est l'année noire de toutes les premières fois. C'est 1996 à Chicoutimi Nord, le punk rock, le fantôme de Kurt Cobain et les cheveux de Mia Wallace. Des petites Chris qui tripent sur Christianef et des gars beaux comme dans les films en noir et blanc. Le flânage au terminus et les batailles de skateux contre pouilleux en arrière du centre d'achat. L'hiver au camp dans le fin fond du bois, les plombs au couteau, le PCP vert et les baises floues au milieu des sacs de couchage. C'est aussi les parents à bout de souffle et les amants qui se font la guerre. Un Jeep qui s'écrase dans un chêne centenaire, les eaux du déluge qui emportent la moitié d'une ville et des oiseaux perdus qu'on essaie de tuer en criant. Donc je pense que déjà là, la 4e de couverture vous a probablement mis l'eau à la bouche si vous n'avez pas déjà lu La déesse des mouches à feu. C'est paru chez Le Cartanier et je pense que justement la 4e de couverture explique vraiment l'esprit de ce roman-là. C'est un roman qui va vous donner des frissons, qui va vous remplir de nostalgie. C'est un roman en fait qui rappelle directement l'adolescence, que vous l'ayez vécu en 96 ou que vous l'ayez vécu en 2012. Je pense que vous allez vous reconnaître dans les personnages de la déesse des mouches à feu. Des personnages qui essaient de découvrir qu'est-ce que la vie adulte sans avoir aucune idée qu'ils passeraient leur vie à se questionner, à savoir qu'est-ce que c'est qu'être un adulte. Je pense que vraiment quand on est adolescent, il y a cette envie-là de se sentir plus vieux. Puis un jour, on frappe un mur, puis on se rend compte en fait qu'on a envie de se sentir plus jeune pour justement vivre des moments comme il y en a dans La déesse des mouches à feu. Donc que vous soyez pas encore rendu à l'adolescence, que vous soyez en plein dans l'adolescence ou que vous en soyez sorti depuis 10, 20, 40 ans, je pense que vous allez adorer ce roman-là. C'est un roman qui est écrit justement avec des mots d'adolescent. Donc ça donne des passages parfois très drôles comme « Elle m'a donné un coup de pied dans le vag », ce que j'ai trouvé vraiment bien. Ou encore, on a su après que les squats c'était juste des gurdas de Chicoutimi Nord. Donc, je sais pas, je pense qu'il y a cette naïveté-là de l'enfance. On ressent en fait une adolescente qui répète des mots qu'elle a entendus sans vraiment en comprendre 100% le sens. On ressent également cette envie d'être plus grand que ce qu'on est. Et je pense que c'est ce qui fait de ce livre-là un chef-d'œuvre, c'est qu'on a tous en fait une partie en dedans de nous qui est encore adolescent, qui a envie de croire à des idées de grandeur,
Et ce roman-là va vous replonger exactement dans cette partie de votre esprit que vous avez peut-être oubliée. Je vous le souhaite pas honnêtement, je vous souhaite de toujours rester un peu adolescent, de toujours avoir cette folie des grandeurs-là. Et c'est important de rêver comme quand vous étiez adolescent. Rappelez-vous cette époque-là où vous aviez donc bien envie de faire plein de choses. J'espère que ce livre-là va vous permettre de rêver. J'espère que ça va vous faire quitter votre divan, que ça va vous faire retrouver l'adolescent que vous avez en dedans de vous, que vous allez vouloir sortir, faire des activités. Pour moi, je sais que ça a eu un peu cet impact-là. Malheureusement, je suis très sédentaire dans la vie, donc c'est un impact qui n'a pas duré. Mais là, j'en parle, puis je me retrouve avec l'envie, en fait, de repartir à l'aventure, comme quand j'étais jeune, de rêver de voyages, de rêver de choses qui sont plus grandes que moi. Puis je pense que c'est important, vraiment, de se permettre ça. Au niveau du fond, on a une histoire qui se dévore. Au niveau de la forme, c'est bien écrit. Encore une fois, c'est un livre que j'ai lu il y a un petit bout de ça, pour les raisons que je vous ai nommées dans l'intro. Donc, j'ai pas nécessairement de commentaires autres que ceux que j'ai déjà faits. Je vous invite vraiment à aller vous chercher La déesse des mouches à feu si c'est pas déjà fait. C'est un livre qui a vraiment sa valeur. Je comprends pourquoi ça a été autant acclamé dans les dernières années. Ça me donne définitivement envie d'aller voir le film d'Anaïs Barbeau-Lavalette, de qui je vais parler prochainement. Donc, retenez ce nom-là. Puis en attendant, allez vous chercher La déesse des mouches à feu. C'est une lecture assez courte, on parle d'à peu près 200 pages. Puis je pense que comme moi, vous allez vous retrouver cloué sur votre chaise, vous allez avoir de la misère à poser ce livre-là. Un livre vraiment très très bon. C'est un livre qui, je l'ai dit, peut faire renaître l'adolescent en dedans de vous, mais c'est également un livre qui va peut-être vous permettre de comprendre les adolescents qui vivent autour de vous. Parce que c'est une période vraiment très charnière, une période très difficile également. Donc je pense qu'on a besoin de faire preuve d'empathie à l'égard des adolescents. Puis je pense que ça passe essentiellement en fait par un souvenir de qu'est-ce que c'était qu'être adolescent. Et ce livre-là nous le permet vraiment. Et pour terminer, j'ai un livre très spécial pour moi, autant émotionnellement qu'intellectuellement parlant. Ce livre-là, en fait, je ne l'ai jamais lu, mais c'est un livre auquel j'ai une attache sentimentale parce que ma soeur l'avait loué quand j'étais jeune et ne l'avait jamais ramené à la bibliothèque. Ce qui a fait en sorte, en fait, que elle ait des frais de retard qui dépassaient largement la valeur du livre. Donc ça a toujours été un running gag pour moi, ce livre-là. Je sais qu'elle m'a dit que c'était un des seuls livres qu'elle a terminé dans sa vie, donc j'avais envie d'avoir cette connexion-là avec ma soeur par le biais de cette lecture-là. C'est également un livre qui, intellectuellement parlant, je crois est intéressant dans le pacing de cette semaine parce que justement c'est un livre que la narratrice de La déesse des mouches à feu lit et également parce que je pense que ça parle des mêmes thèmes que Pourquoi je meurs tout le temps et La déesse des mouches à feu. Vous l'aurez peut-être deviné, je vous parle de moi, Christiane F., 13 ans, drogué, prostituée. Ce livre-là a vraiment fait fureur dans les années 80-90 et au début des années 2000. Il est un peu tombé aux oubliettes. C'est pas un excellent livre, honnêtement, mais je pense que c'est un livre qui parle de des thèmes vraiment importants comme en fait la société, l'individualisme, la drogue, la consommation de drogue évidemment, l'adolescence, on revient un peu avec les mêmes thèmes que La déesse des mouches à feu. On nous parle également en fait du regard que la société pose sur les dépendances. En gros, moi, Christiane F., 13 ans, droguée, prostituée, c'est l'histoire vraie de Christiane F. qui malheureusement est tombée dans l'étau de la drogue assez jeune et ça l'a vraiment rapidement fait effet boule de neige de sorte qu'à l'âge de 14 ans, elle se payait sa dose d'héroïne en se prostituant et à l'âge de 15 ans, elle avait déjà fait plusieurs tentatives infructueuses de désintoxication. Un livre franchement triste qui a un regard très cynique et cinglant sur la société. Mais ce regard cynique et cinglant-là, on le retrouve surtout au début et à la fin du livre. J'aurais aimé ça qu'on le retrouve bord en bord du livre parce que j'ai l'impression que Christiane était très allumée sur la société dans laquelle elle vivait. J'aurais aimé avoir ses commentaires tout au long du livre. Faut dire que ce livre-là n'a pas été écrit par Christiane F. C'est un livre qui s'est écrit en se basant sur des entretiens qui ont été faits avec la jeune Christiane F.
ce qui fait en fait en sorte qu'il y a un certain malaise pour moi en lisant. Je me demande dans quel contexte ces entretiens ont été réalisés. On parle des entretiens qui étaient censés durer seulement 2 heures et qui finalement ont duré 2 mois. Dans quel contexte est-ce que Christiane s'est confiée aux psychologues et aux docteurs qui l'ont interviewé? C'est pas nécessairement mentionné. J'aurais aimé savoir en fait, est-ce qu'il y avait une quelconque contribution, que ce soit financière ou autre, de la part de ces professionnels de la santé-là, de ces journalistes-là pour pouvoir écrire ce livre-là? Est-ce que Christiane a touché les profits de la vente énorme de ce livre-là? J'ose espérer que oui, parce que on a son nom sur la page couverture. Je sais pas si c'est vraiment sa photo à elle sur la page couverture. Si oui, on peut s'imaginer que ça a eu un impact direct sur sa vie. Puis je me demande en fait s'il y a eu un côté positif pour elle. Je sais qu'elle a écrit un 2e livre. Je crois que celui-là, c'est elle qui l'a vraiment écrit. Puis ça parle des années qui ont suivi la publication de ce livre-là. Donc je serais vraiment curieux d'aller voir ce livre-là pour voir en fait quel impact le livre Moi, Christiane F, 13 ans, droguée, prostituée a eu sur cette femme-là. Particulièrement, j'ai pensé tout le long en fait de la lecture à Nelly Arcan qui simplement avec son livre Putain, qui a jamais été étiqueté comme étant autobiographique. Ça a toujours été considéré comme de l'autofiction. Donc je sais qu'elle a eu des conséquences directes, puis je sais qu'on lui posait exclusivement des questions sur son ancien métier de prostituée. Donc je me suis vraiment questionné en fait à savoir quel traitement avait été réservé à Christiane F suite à la publication de ce livre-là. C'est un livre très intime. Elle parle de ses amis à elle, elle parle de ses amours, elle parle de ses rechutes, elle parle de ces moments où est-ce qu'elle est optimiste, comme des moments où est-ce qu'elle tombe vraiment dans un cynisme total. Elle parle de sa tentative de suicide par overdose. Donc c'est vraiment honnêtement un livre qui est très intime, qui est un regard direct sur la vie de Christiane F. C'est rédigé quasiment comme un journal intime. C'est touchant honnêtement. C'est un livre qui va vous faire pleurer, je le sais d'avance. Ça n'a pas de bon sens en fait. Ça n'a pas de crise de bon sens de s'imaginer qu'une personne puisse se retrouver dans cette situation-là. Puis je veux pas je tiens vraiment à le spécifier que il y a moyen en fait, je crois, d'être heureux dans cette situation-là, mais c'est pas c'est un bonheur en fait qui est éphémère, c'est un bonheur qui est un bonheur d'apparence. Puis je pense que c'est mentionné en fait dans le livre. Après, c'est vraiment pas un jugement sur la situation de personne. Si c'est une situation dans laquelle une personne est confortable, tant mieux pour cette personne-là. Par contre, j'ai de la misère à croire qu'on puisse être confortable dans cette situation précaire constamment, dans cette situation dans laquelle on est toujours en train de se demander comment faire des sous pour pouvoir consommer. Donc j'ai trouvé ça vraiment triste. Après, j'ai plusieurs astérix, j'ai l'impression que dès le début, on joue un peu avec mes sentiments, puis on essaie un peu de me convaincre que n'importe qui commence par consommer un joint est susceptible de tomber à l'héroïne. Je pense que c'est complètement faux. Je sais que ce livre-là a été distribué dans les écoles. Ça a été une lecture obligatoire même pour des jeunes à une certaine époque. Donc j'ai l'impression qu'on a voulu faire de Christiane un exemple pour les jeunes, de leur dire attention, si vous touchez au H, c'est là que vous allez vous rendre. J'ai trouvé ça vraiment ordinaire à ce niveau-là. J'ai vraiment aimé tout l'aspect introspection de Christiane du livre, mais j'aurais vraiment aimé qu'on ne tombe pas dans ce côté moralisateur-là. J'aurais aimé que ça soit plus honnête. J'ai eu l'impression par certains moments qu'il y avait un angle amené à ce livre-là. Puis j'ai trouvé ça particulier. Parce qu'en fait, tous les gens que je connais qui ont lu ce livre-là, c'est des gens qui avaient une curiosité envers la drogue. C'est des gens qui avaient une curiosité envers cette vie-là. Puis je pense pas nécessairement que le livre les a convaincus de ne pas se droguer. Parce qu'il y a des moments où est-ce qu'on nous parle de pourquoi Christiane se drogue, on nous parle de l'effet qu'elle ressent. Puis j'ai l'impression que l'angle moralisateur peut vraiment bien fonctionner avec une certaine tranche des gens. Mais d'un autre côté, je pense qu'au contraire, ça va pas nécessairement les empêcher. Des fois, ça fait juste accentuer l'interdit, puis ça donne encore plus envie de découvrir qu'est-ce que la drogue finalement. Donc j'ai trouvé que c'était un couteau à double tranchant. J'ai pas aimé l'angle, puis en plus j'ai trouvé qu'il était pas nécessairement bien réussi.
mais somme toute, c'est un bon livre. C'est juste pas à la hauteur de Pourquoi je meurs tout le temps et La déesse des mouches à feu. Donc, définitivement, vous le savez déjà, ça sera pas la suggestion de la semaine. Mais ça peut être intéressant d'aller voir ce livre-là. Je trouve ça drôle en fait parce que dans La déesse des mouches à feu, c'est la mère de Catherine qui donne ce livre-là à sa fille justement en essayant de la convaincre de ne pas tomber dans l'étau de la dépendance. Mais justement, ça fait l'effet contraire. Donc, je trouve que ça vient un peu montrer ce que j'essaie de dire. Puis, justement, si vous avez des adolescents que vous n'êtes pas au courant de qu'est-ce que la drogue, puis quels sont les effets de la drogue, je pense qu'il y a des meilleures sources didactiques pour ça. Après, je pense que vous pouvez lire Moi, Christian F, 13 ans, drogué, prostitué, mais faites attention, devenez pas parano. C'est pas parce que votre enfant fume un joint qu'il va finir au métro du zoo. Peace out. Pas peace out, mais les suggestions s'en viennent. Pourquoi je meurs tout le temps, un excellent roman paru chez Éco-Société. Ça vaut vraiment la peine d'aller l'acheter. Je pense que ça va passer un peu en dessous du radar ce livre-là et je comprends pas pourquoi honnêtement parce que c'est un livre sublime. Donc pour vous convaincre jusqu'à la dernière minute, parce que je sais que vous êtes déjà convaincu, mais je vais vous convaincre jusqu'au bout, je vais vous l'enfoncer dans le fond de la gorge. Je vous lis un dernier extrait, c'est tout petit. C'est en fait des phrases philosophiques qui ont été écrites par des gens atteints d'une quelconque maladie mentale sur une grange, dans une commune. Un adulte dans un corps d'enfant est un cas pour la psychiatrie. Un enfant dans un corps d'adulte aussi. En tout cas, ça m'a juste choqué quand j'ai lu ça, parce que j'ai trouvé ça vraiment sublime. Honnêtement, sans vouloir faire de mauvais jeu de mots, de côte à côte, vous allez trouver ça sublime. Allez vous chercher Pourquoi je meurs tout le temps, vous ne le regretterez pas. La déesse des mouches à feu, un excellent livre aussi, vraiment très bon. Un regard nouveau, rafraîchissant sur l'adolescence. Ça va vous rappeler vos belles années. Je vous le conseille fortement. Moi, Christian F, 13 ans, drogué, prostitué. Un bon livre, parfois un peu moralisateur. Un livre émouvant, mais ça ne sera pas ma suggestion de la semaine. J'hésite pas vraiment en fait entre les deux livres. Mais j'hésite un peu quand même parce que La déesse des mouches à feu se lit très bien. Je pense qu'il est accessible à un plus grand public. Pourquoi je meurs tout le temps, c'est écrit très bien avec une forme particulière, mais parfois ça peut peut-être un peu titiller un lecteur un peu plus néophyte. Mais j'ai confiance en vos capacités intellectuelles. Donc c'est non sans faire une certaine mention à La déesse des mouches à feu que je fais ma suggestion de la semaine. Pourquoi je meurs tout le temps, allez vous chercher ça. Un bijou de la littérature québécoise, française. Merci d'avoir écouté la vidéo. Je le sais que le son n'est pas parfait, je m'en excuse, mais vous n'allez pas regretter dans les prochaines semaines. Ça va être les meilleures vidéos qui s'en viennent au niveau de la qualité audiovisuelle. Je pense que cette semaine, c'était vraiment une très bonne qualité de récit. C'est pour ça que je me permets de faire cette vidéo-là, parce que je pense que ça vaut la peine que j'en parle tout de suite avant d'avoir complètement tout oublié. Puis je pense également que malgré le fait que le son n'est pas parfait, le contenu duquel je vous ai parlé aujourd'hui est tellement bon que ça valait la peine pour vous d'écouter cette vidéo-là. Donc c'est un win-win pour tout le monde. On se revoit la semaine prochaine. Mon nom est Maxime Ouellette. Vous avez écouté un shit qui existe. Peace out.